Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les métiers au service du climat, de la transition agroécologique et de l'autonomie énergétique. Alors, je vous propose de vous diffuser le support. Voilà, j'espère que vous le voyez tous bien. C'est excellent. Parfait. Donc, je vais vous accompagner avec les différents intervenants pour l'heure qui va suivre et nous allons évoquer ensemble donc, le sujet de la formation, de la reconversion professionnelle et tout ce qui va autour, spécifiquement dans le secteur du biogaz. À cet effet, donc j'aurai le plaisir d'échanger aux côtés de Jean-Philippe Burtin, qui est président de Biogaz Vallée et directeur général du cabinet de recrutement Borea, accessoirement exploitant agricole, n'est-ce pas? La nuit. Jean-Philippe. Voilà. Mais on s'aime toujours mieux la nuit. C'est meilleur pour le climat. Voilà. Et donc, à ce titre, avec cette triple casquette, mais surtout les deux premières, euh, tu as une vue à 360 degrés du sujet au niveau de la filière, et puis une vue de la filière aussi à 360 degrés à travers Biogaz Vallée. Ensuite, Jean-François Rimbaud. Donc, Jean-François, tu es responsable de la formation du CS RUMA. Tu nous préciseras ce qu'est le CS RUMA tout à l'heure, Oui. au CFPPA Agri Campus de Laval, en Mayenne. Et donc, tu nous préciseras un petit peu les éléments liés à ta formation, à la formation que tu proposes, et les différents modules, ainsi que les métiers auxquels ça ouvre, les perspectives, les types de personnes que tu recrutes, etc. Et puis, on aura la chance d'avoir ensuite cette mise en perspective de cette formation par Antoine. Donc, Antoine Renaud. Antoine, tu es exploitant d'un site de méthanisation au sein du GAEC Arquairienne, si je me trompe. Ouais. Arquairien, merci. Mon breton est limité. Et tu es un des anciens diplômés du CS RUMA dont on parlait juste avant. Et donc, tu pourras nous parler à la fois de ton cursus ainsi que nous donner témoignage de ton métier au quotidien sur l'exploitation de ton site. Voilà le programme qui vous est proposé. Alors, en introduction, je vais vous donner quelques éléments de marché et de perspective. Donc, d'abord, vous dire que Biogaz Vallée est une association qui fédère les acteurs de la filière méthanisation, principalement les apporteurs de solutions, et que nous sommes à peu près une centaine de membres, nous regroupons une centaine de membres, dont des acteurs du recrutement comme Borea, que j'ai cité, et puis Mualink, et puis des acteurs de la formation. Vous aurez d'ailleurs l'ensemble de leurs coordonnées au niveau des slides ressources à la fin de ce diaporama. Vous dire que Biogaz Vallée travaille sur un certain nombre de missions qui ont toute vocation à accélérer le développement de la méthanisation en France, et notamment une qui nous intéresse, c'est professionnaliser la filière, développer la création d'emplois industriels qualifiés. Et c'est pour ça qu'on se retrouve et qu'on échange aujourd'hui. Peut-être, comme j'imagine que tout le monde autour de l'écran n'est pas nécessairement spécialiste de la méthanisation, je voulais repositionner un petit peu le décor avec donc une méthanisation qui est faite pour donner une seconde vie aux déchets et aux matières organiques. Et puis, tout ça produit deux choses. À la fois une énergie renouvelable, le biogaz, qui peut être valorisé de différentes manières, en électricité et chaleur, c'est ce qu'on appelle la cogénération, en biométhane injecté dans le réseau ou non injecté. Donc, le biométhane, c'est le gaz de ville, mais en version renouvelable. Et puis, le bio-GNV, donc c'est un carburant donc issu de la méthanisation et qui permet de faire rouler les véhicules, notamment les véhicules lourds comme les bus de ville, comme les camions de ramassage d'ordures ménagères, comme également les différents camions, etc. Ça peut faire rouler les véhicules légers, mais c'est vrai que la cible reste plutôt les véhicules lourds.
On ne produit pas que du biogaz sur une unité de méthanisation, on produit également ce que l'on appelle le digestat, c'est-à-dire la matière qui reste, puisque la matière n'est pas brûlée, elle est digérée, c'est un processus biologique, et ce digestat, c'est un fertilisant naturel. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce que c'est aussi une manière pour les agriculteurs qui constituent l'essentiel des exploitants d'unités de méthanisation de maîtriser à nouveau leur fertilisation. Donc on est vraiment dans un process vertueux d'économie circulaire avec cette production à la fois de biogaz et de digestat. Donc, je vous ai remis les différents marchés aux côtés des différents intrants et des types d'acteurs pour que ça positionne un peu dans vos esprits le sujet. Donc, il y a 6 grandes familles. Les ISDND, c'est-à-dire les centres d'enfouissement de déchets non dangereux. Là, on est vraiment sur la gestion du passif. Dans ces centres d'enfouissement, il y a des déchets organiques qui subsistent, malheureusement. Idéalement, il faudrait les avoir enlevés, mais ils sont là. Et donc, on capte le biogaz produit, puisque ce sont en quelque sorte des digesteurs, hein, ces centres d'enfouissement. On capte le biogaz produit pour qu'il n'aille pas à l'atmosphère et on le valorise en biométhane, éventuellement en électricité et en chaleur. Il y a la méthanisation chez les industriels. Et ça, c'est une méthanisation qui se fait par exemple dans l'industrie agroalimentaire. La méthanisation qu'on dit territoriale, alors qui regroupe des catégories d'intrants assez diverses, avec des acteurs plutôt mixtes, à la fois industriels, mais aussi du monde agricole. La méthanisation agricole, on va dire typique, donc avec des déchets agricoles, des cultures qui peuvent être des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et là, on a quelque chose qui est géré à l'échelle de l'exploitation ou d'un groupement d'agriculteurs. Enfin, la méthanisation sur les bouts de stations d'épuration, donc issus du traitement des eaux usées, qui a souvent vocation à diminuer la quantité d'eau dans les boues pour ensuite qu'elles puissent être valorisées et qu'on en tire un maximum d'énergie. Et sur les déchets des ménages en mélange, c'est ce qu'on appelle le tri mécanobiologique. Nous, on se focalise quand même principalement sur la méthanisation agricole, territoriale, industrielle. Et puis, après, les autres restent un petit peu plus anecdotiques. On verra dans quelle proportion dans la suite de la présentation. Juste vous rappeler quelques chiffres. Donc, en France, on avait au 30 juin 2022 plus de 1600 unités de méthanisation en fonctionnement. Donc, principalement, c'est ce que vous voyez sur le camembert en haut à droite, des installations de production d'électricité et de chaleur à partir de biogaz. Ça, c'est le parc existant. Donc, c'est 966 installations. Mais on voit une dynamique très forte autour des installations de biométhane, c'est-à-dire production de gaz qui est injecté dans le réseau, avec 442 installations au 30 juin. On a dépassé les 500 à date. Et si vous voulez, là, c'est la dynamique principale sur le biométhane. Donc, on sait que dans quelques années, on sera à la parité quasiment. Et puis, de manière un peu plus limitée, un peu moins de 200 unités de production de chaleur seules. Vous voyez la répartition géographique. Alors, il s'avère que ça colle avec les régions d'agriculture et d'élevage. Vous avez notamment un grand nombre d'installations qui sont positionnées sur la moitié nord de la France, une bonne dynamique sur Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine également, avec une petite poussée aussi en Occitanie un peu plus récemment. Donc voilà, ça correspond bien à la typologie de territoire que j'évoquais tout à l'heure. Après, forcément, la taille et la nature de la production va dépendre des intrants disponibles et de la proximité du réseau de gaz. Donc, vous voyez les typologies d'unités de méthanisation qui vous sont décrites sur le camembert en bas à droite. Donc, une immense majorité d'installations de méthanisation en tant que telles. D'autres installations sur les stations d'épuration, vous voyez, c'est 6% du total. Et sur les centres d'enfouissement, 12%. Alors, quelles sont les perspectives, les chiffres actuels et puis les perspectives? Donc, les chiffres actuels, je vous les ai donnés. Les perspectives, c'est ce qu'il y a dans le registre de capacité, donc dans le tuyau, comme projet en cours.
de montage. Donc, ils n'injectent pas encore, mais ils sont bien identifiés. Pour les projets en biométhane, donc en injection dans le réseau, il y a 886 projets, ce qui représente 16 TWh par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, une unité de méthanisation, c'est une tranche nucléaire, pardon, c'est de l'ordre de 8 TWh. Donc là, on a encore dans le pipe l'équivalent de 2 tranches nucléaires pour l'injection de gaz renouvelable dans le réseau. Et puis, on a 50 mégawatts de puissance en file d'attente pour la production d'électricité et de chaleur, ce qui représente 122 projets. Ça, c'est uniquement pour la méthanisation. Et puis ensuite, vous avez le reste des gaz verts qui fera 100% de gaz vert horizon 2050 avec d'autres technologies. Et on a déjà notamment 6 projets, 6 installations de biométhane produits par gazéification. Et puis, il y aura d'autres technologies qui vont se succéder et qui auront comme coproduit, par exemple, de l'hydrogène. Donc, vraiment, les gaz renouvelables, c'est une filière d'avenir dans une perspective d'avoir en France 100% du gaz que l'on consomme vert, avec évidemment une obligation de sobriété à terme quand on vise l'horizon 2050. Dernier petit point pour faire le lien avec les propos de Jean-Philippe, pour vous finir de vous dresser le panorama. Donc, l'emploi dans la filière, il y a eu plusieurs scénarios. Vous voyez les 3 scénarios qui sont proposés à un horizon 2030, avec en fait comme différence une proportion de gaz vert injecté dans 2030 différente. 7, c'est 7%, c'est la perspective qui était donnée par les textes en France. 10%, c'est la perspective volontaire des acteurs de la filière. Et 20%, c'est ce qui commence à être discuté dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, ça représente entre 17 000 et 53 000 emplois directs et indirects. Je vous donnerai les liens vers les études dans les ressources à l'issue. Mais je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe après avoir dressé un peu ce portrait du marché en France. Jean-Philippe, je te passe tes slides pour que tu nous parles des opportunités d'emploi de la filière méthanisation en France. Alors, il faut que tu branches ton micro. Et voilà, c'est tout bon. Merci, mon cher Grégory, pour cette introduction de qualité et bonjour à tous pour ce webinaire en particulier pour pouvoir parler de ces opportunités d'emploi dans une filière connue de tous ceux qui sont déjà acteurs du secteur, mais qui est aussi pas assez connue du grand public, et de pouvoir aussi donner la bonne parole. Et, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous, on a besoin de toutes les compétences, et je vais en parler sur mes 3 casquettes. Donc, en tant que jeune président de Biogaz Vallée, Boréa, je vais dire 2-3 mots, et puis exploitant agricole, qui me permet de garder les pieds sur ma terre, déjà ma terre natale de la Lorraine, et puis surtout aussi de mieux comprendre et d'appréhender les besoins de demain. Et donc, on a un jeune exploitant qui gère une unité qui va nous en parler après, et il pourra dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de bien connaître et d'appréhender les métiers qui sont en train de se mettre en place et dont on a besoin des formations. Et ça sera avec mon interlocuteur ensuite. Donc, on peut passer. Prochain. Voilà, parfait. Ce qui est important de dire sur le parti recrutement, c'est qu'aujourd'hui, la force de la méthanisation, c'est d'avoir la chance de chercher des métiers sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit des techniciens, que ce soit des ingénieurs, et après des postes à responsabilité. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va de la partie études. Alors, bien sûr, études, on pense aux ingénieurs études, aux ingénieurs procédés, mais il y a aussi tous les métiers qui sont dans des bureaux d'études, des projeteurs, donc des Bac+2, Bac+3. Donc ça, ce sont des gens dont on a besoin pour tout simplement designer, trouver des solutions, faire des plans pour mettre en place des unités de méthanisation dans les territoires en France. Donc, on commence par ces métiers-là, bien sûr, tous les métiers liés au commerce, donc des commerciaux de différents types. Et j'en ferai un focus tout à l'heure sur
particulier sur ces métiers-là. Et puis après, tout ce qui va être développement de projet, des chefs de projet, tout ce qui va être lié à la construction, au VRD, construction de queues, construction de routes, de toute la partie, je veux dire, terrassement. Et enfin, il y a la mise en service. Donc là, c'est des compétences spécifiques et toujours ingénieur et technicien. Et ça, je dirais tout au long de mon propos, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une filière où on ne cherche pas que des ingénieurs, on cherche surtout des gens motivés, ça c'est clair, mais on cherche des gens qui ont envie d'apporter leurs connaissances et leurs compétences, et peu importe le niveau de diplôme, il y aura de la place pour tout le monde. Et enfin, après la mise en service, il y a l'exploitation au quotidien. Et durant l'exploitation, il y a aussi beaucoup de maintenance. Et je pense qu'on pourra en parler après. Et d'autres le diront encore plus que moi. C'est qu'aujourd'hui, c'est un site industriel. La méthanisation, c'est un site industriel à taille souvent agricole, territoriale. Mais donc, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre ces installations. C'est pas des installations sur 5 ou 10 ans, c'est des installations à 25 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, bah voilà, avec des rénovations, donc il y a beaucoup de maintenance. Et donc, ça crée de l'emploi sur les territoires. C'est tout bon, mon cher Grégory. Je te laisse voir quand il faut que tu passes. Hein. Tu es bon. Donc, juste en quelques mots, donc Borea. Alors, Borea a été créé il y a presque 7 ans aujourd'hui. Et comme vous avez pu le comprendre, avant tout, je suis déjà agriculteur. Et j'ai vu, à ma sortie de mes études, où j'ai fait des études dans le milieu du développement de business sur les énergies conventionnelles, j'ai vu des méthanisations se mettre autour de chez moi. Et donc, j'ai vu des choses se construire avec le temps. Et de là, c'est créé l'envie d'avoir un cabinet de recrutement, de recherche de talents, de compétences, mais avec un axe qui est la transition énergétique et écologique. Et on travaille sur d'autres secteurs, comme on peut le voir sur la répartition à droite, éolien, solaire, biodéchets, hydrogène, mais aussi le nerf de la guerre de Borea, c'est la méthanisation, parce que c'est ce qui était vraiment dans l'ADN. Et donc aujourd'hui, c'était le premier cabinet de recrutement dans le gaz vert en France, parce qu'il y a un souhait d'être vraiment sur ce type d'énergie et de pouvoir créer tout simplement je veux dire, un acteur qui puisse comprendre aussi bien les porteurs de projets, les constructeurs, les équipementiers, que les candidats, pour leur faire vraiment le lien entre les deux. Et pour ça, il faut être présent dans les territoires, mais surtout être présent près de la filière et dès le démarrage, adhésion à Biogaz Vallée, avec un fort penchant pour les clusters liés au biogaz et à la méthanisation pour bien comprendre. Et en fin de compte, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est tout simplement mieux comprendre une filière, pour mieux communiquer avec et mieux communiquer pour trouver les talents et faire développer cette filière. Donc, c'est comme ça qu'est venu Borea. Et aujourd'hui, juste en quelques mots, en 2022, aujourd'hui, Borea, c'est 15 collaborateurs et collaboratrices. Et sur ces collaborateurs et collaboratrices, aujourd'hui, on est vraiment liés pour une méthanisation. Sur 115 recrutements réalisés l'année dernière, 48 ont été dans ce secteur de la méthanisation, où il y a eu vraiment un gap en 2020. Alors, ce n'est pas le Covid, hein, il n'y a rien à voir avec le Covid, mais c'était un accélérateur, parce que le Covid a accéléré la filière de la transition énergétique en France, et la méthanisation en particulier, les autres énergies aussi, mais en particulier parce que c'est quelque chose de facilement duplicable aujourd'hui sur le territoire en France, avec une technologie que l'on maîtrise. Ça fait plus de 20 ans que c'est sur le territoire. Et donc, ça, c'est hyper important. Et donc, d'être adhérent de la Biogaz Vallée, ça crée aussi vraiment via un label confiance que l'on a auprès des différents constructeurs, développeurs et exploitants de la filière biogaz. Voilà. Et on est basé aujourd'hui aussi bien à Paris, à Bordeaux et à Nancy, parce que j'aime bien représenter ma Lorraine natale. Voilà. Ce que je disais un petit peu en préambule, c'est que voilà, tout type de métier, donc tout type de société, et donc j'ai mis quelques informations sur les sociétés pour qui on accompagne, mais que ça montre bien le bonheur de travailler dans cette filière-là, c'est qu'on n'est pas sur une typologie de société, on n'est pas sur une région particulière. Ah, bien sûr, on l'a bien vu en préambule par Grégory, les Hauts-de-France et la région Grand Est ont de l'avance en termes de méthanisation. Mais aujourd'hui, le Sud-Ouest, l'Occitanie ont un nouveau type de méthanisation qui arrive, avec en particulier lié plutôt au milieu viticole, où il y a des choses à faire, où ça se crée. Donc, il y a énormément de développement de business, développement de projets sur l'ensemble du territoire français, et avec des sociétés qui peuvent être très petites, 4, 5, 6 personnes, avec une techno, et puis après qui se développent très bien en TPE, voire PME, et puis des grands acteurs. Et aujourd'hui, la force du biogaz, c'est que des grands acteurs tels que Total Energy, Engie,
Suez, ont investi le sujet et en créant des filières, en créant des filiales, en se rapprochant d'acteurs indépendants pour devenir, je veux dire, moteur. Et donc aujourd'hui, quand les grands viennent dans ce secteur, ça montre vraiment une opportunité pour cette transition énergétique et respecter la PPE. Et aujourd'hui, un petit peu les régions dans lesquelles on intervient, bah, ça reste quand même l'Ouest, le Grand Est et aujourd'hui la vallée du Rhône. Il y a beaucoup d'activités. Et l'Île-de-France, on est plutôt sur des métiers liés à l'engineering, des niveaux ingénieurs en bureau d'études principalement. Alors, PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Exactement, exactement. Et comme je ne savais plus exactement, je préférais dire PPE et que tu me reprennes, mon cher Grégory. Alors, juste, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Là, effectivement, c'est pour qui Boréa recrute, mais c'est assez révélateur de la filière au global. Biogaz Valley propose, à l'occasion du salon qui se tient en juin, qui s'appelle Expo Biogaz, et qui sera à Strasbourg cette année, un forum des talents, et sur lequel on a les aspects emploi et formation. Et depuis plusieurs années, et je fais cet exercice d'analyse des offres d'emploi qui émergent, et on retrouve les mêmes drivers, hein. Donc, ta vue 360, elle est extrêmement fidèle à ce que vivent, parce que finalement, on peut se dire, tout le monde ne passe pas par un cabinet de recrutement, et pour autant, tu as cette hétérogénéité qui, alors malheureusement, j'imagine pour toi. Non, heureusement, parce qu'il faut que je dorme un peu le soir quand même. Donc, mais c'est assez fidèle à ce qu'on observe, nous, dans le cadre du Forum des talents, sur les offres d'emploi, les typologies d'acteurs et les tailles d'entreprises. Voilà, c'était la petite incise que je voulais préciser. Il est complètement vrai. Je te laisse passer. Voilà. Et après, sur les deux derniers points, un petit peu focus sur les profils. Ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, un des profils très recherchés, je me suis permis d'en mettre trois qui évoluent au cours des années. Et sur les 10 dernières années, on était beaucoup sur les études au démarrage. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a plus de 1600 sites en France. Après, on va parler avec des acteurs juste après, des gens qui opèrent au quotidien. Et donc, quand on opère au quotidien, on a des besoins de techniciens de maintenance. Et par exemple, c'est un métier aujourd'hui très dur à recruter. L'ensemble des développeurs de projets, des constructeurs qui ont besoin de cette maintenance font appel à plein de sociétés qui essayent de trouver des talents, mais très complexes parce que l'itinérance est un sujet. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont travailler sur de grandes régions, donc avec des découchés. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'actualité pour l'ensemble de la filière de la transition et en particulier la méthanisation. C'est-à-dire que trouver des gens qui veulent bouger au quotidien comme c'était des métiers qu'ils faisaient il y a 5-6 ans, c'était de plus en plus complexe. Donc, il y a une vraie tension. Et comme il y a de plus en plus de sites, il va y avoir de plus en plus de demandes. Et donc, on a besoin de former ces gens-là avec cette spécificité d'itinérance. Bien sûr, après, quand on construit un site, on a besoin de gens pour l'exploiter. Et ça, j'en parlerai juste après parce que c'est hyper important de se dire que ça crée des emplois dans des zones rurales. Et c'est ça la richesse de la méthanisation par rapport aussi à d'autres énergies. Et enfin, les chefs de projet, ça va être des profils que l'on va chercher vraiment pour réaliser ces projets, les faire sortir de terre réellement après les avoir signés au démarrage. Et aujourd'hui, et vous me dites si mes chiffres sont moins bons, mais si on prend par exemple un parc éolien, et j'aime bien le dire, un parc éolien, c'est à peu près 8 ans entre guillemets, la signature et au bout qu'il y ait une éolienne sur un champ. C'est 8 ans d'instruction. La méthanisation, on est plutôt sur, si tout va bien, 3-4 ans. Et, et on essaie de ne pas aller plus. Donc, c'est dire que c'est une force pour accélérer cette transition en France. On a besoin d'énergie qui puisse être aussi installée assez rapidement. Donc, ça, c'est important. Puis d'autres besoins, comme je mettais dans le côté commercial, et l'avantage, c'est que le commercial, il y a tout, il y a les intrants, donc ce qui va permettre de nourrir le méthaniseur, donc tous les déchets, il faut aller les chercher. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a aussi des gens qui vont vendre de l'équipement. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qui est important, qui avait plein de compétences dans vos viviers, c'est que chacun peut trouver un sujet qui va lui correspondre dans le secteur de la méthanisation, selon ses envies et ses attentes. Ça, c'est possible. C'est ça la force de ce secteur. Et puis enfin, Et une conclusion sur voilà. Et je terminerai, justement voilà. l'emploi. Voilà. En 1 minute, je terminerai. Moi, j'aime bien dire, on a un peu focusé sur un point. Après, vous aurez le temps de
de voir tous ces beaux chiffres, c'est que la richesse d'un site de méthanisation agricole ou industrielle, c'est que ça crée de l'emploi local, non délocalisable, non substituable, pérenne, avec une vision long terme. Et aujourd'hui, moi j'aime bien le rappeler, parce qu'il y a des villages dans la Creuse où ils sont 200, il n'y avait pas d'emploi depuis plus de 25 ans. Et un site de méthanisation, bah, ça crée 3 emplois directs. Et après, durant la construction, c'est entre 8 et 10 emplois indirects pendant la phase construction, où ça crée des sous-traitants, où il y a des gens de toute la région qui vont intervenir sur le site de construction. Mais tous les jours au quotidien, c'est 3 à 4 emplois. Donc aujourd'hui, si on prend un faible, ben, on prend 1600 sites, on multiplie par 3, et on se dit, on est près de 5000 emplois créés sur des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, c'est l'emploi, et ça, c'est important. C'est ça qu'on essaie de porter au sein de Biogas Valley, et tous les acteurs qui sont membres sont là pour ça, de dire, vous allez pouvoir trouver un emploi dans des zones, dans vos zones d'origine, euh, avec un contexte totalement, moi, je dis toujours, c'est du bonheur, parce que c'est quelque chose qui, en plus, a toute son importance dans cette transition, parce qu'on est sur quelque chose qui vient de la terre, qui repart à la terre et qui va faire travailler des gens sur un territoire. Donc, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, la méthanisation, c'est création de valeur sur l'ensemble du territoire français. Et ça, il n'y a aucune zone en France qui est exclue de ça. Donc, c'est-à-dire que tout le monde en aura besoin et on aura tous besoin de ces compétences. Voilà très synthétiquement ce que je pouvais dire sur l'emploi sur ce secteur ce matin. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, tu as parfaitement respecté le timing et je te remercie, Ne me fasse pas Jean-Philippe. taper sur les doigts quand même. Je vais passer la parole à Jean-François Rimbaud pour nous faire part de tout ce qui a trait à la formation qui est proposée par Agricampus Laval, à savoir le CS RUMA. J'en profite juste pour vous dire que vous pouvez utiliser la discussion. Donc, vous avez dans votre barre d'outils, normalement, une petite bulle qui s'appelle discuter et poser vos questions pour qu'on puisse les transmettre et que vous puissiez les transmettre, qu'on vous interpelle à l'occasion de la session de questions-réponses à l'issue des présentations. Jean-François, je te cède la parole. Oui, bonjour. Donc, effectivement, nous intervenons dans le cadre de la filière méthanisation au titre d'établissement de formation. Donc, vous verrez plus tard qu'il y a plusieurs établissements qui sont aussi impliqués sur le territoire. Donc, un petit préalable quand même, je dirais, à mon propos. Est-ce que tu pourrais passer à la diapo suivante? Je peux. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour l'ensemble je dirais, de la famille de l'enseignement agricole, mais aussi pour le monde agricole, c'est un nouveau métier. Donc, c'est quelque part l'arrivée aussi, je dirais, d'une approche complètement nouvelle, en ce sens que c'est l'industrie qui rentre un petit peu dans l'exploitation agricole, comme l'a un petit peu expliqué tout à l'heure Jean-Philippe. Donc, derrière un nouveau métier, il y a toujours de nouvelles compétences. Et grâce, je dirais, aux différents acteurs de la filière, nous avons, comment dire, travaillé sur la création d'un titre qui enregistre des diplômes de l'enseignement agricole. C'est le CS, responsable d'unité de méthanisation agricole. Donc, l'idée, c'était de répondre à l'accroissement des offres d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, je dirais dans un environnement, je dirais de 150 km à la ronde de notre établissement, on a en permanence à peu près une dizaine d'offres d'apprentissage et une dizaine d'offres d'emploi de responsables mais qui restent non pourvues. Donc, il y a vraiment une forte attente. Et quand j'interroge mes différents collègues sur le territoire, notamment, je dirais, ouais, au niveau national, on a à peu près les mêmes tendances. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre que pour nous, c'est aussi une façon de diversifier je dirais, les activités agricoles et puis de répondre en termes de besoins de ressources humaines pour justement permettre cette montée en compétences. Voilà. Pour faire un petit peu le lien, je dirais, on est sur des process de méthanisation qui sont en fait connectés à des agrosystèmes, donc à des exploitations agricoles. C'est le cœur de la formation
où, quelque part, à la base, on travaille sur la valorisation d'effluents, de cultures intermédiaires, on travaille sur, bien sûr, la valorisation de ce biogaz, soit sous forme, bien sûr, injection de gaz dans le réseau ou transformation en électricité et valorisation de chaleur. Et pour les exploitants, bien sûr, on a sur une valorisation sur des fertilisants, des amendements, et on travaille sur l'autonomie, justement, je dirais, de valorisation de ces effluents. Donc, on travaille aussi sur le lien avec le territoire, de plus en plus avec la valorisation des biodéchets, parce que ce qui va faire, bien sûr, je dirais, le devenir de l'unité, dès le départ du projet, on travaille sur des gisements en lien avec les agrosystèmes, mais aussi en lien avec le territoire. Et aujourd'hui, on a des opportunités très, très intéressantes sur la part qu'on pourrait intégrer de biodéchets dans nos unités de méthanisation agricole. Donc, derrière tout ça, pour faire le lien avec le process et le métier, eh bien, nous sommes sur le lien avec de la gestion de flux entrants, c'est-à-dire nos effluents, nos cultures intermédiaires, mais aussi nos biodéchets. On est sur aussi des notions de flux sortants, donc bien sûr l'énergie, hein, le biogaz, je dirais les fertilisants et amendements issus de nos digestats, sachant qu'on va aussi travailler au cœur du système, donc on va travailler sur tout ce qui est gestion et fonctionnement je dirais, du process, et tout ça dans une dynamique de pilotage, derrière qu'on va décliner tout à l'heure. Donc, dans les parcours de formation, on parle du CS RUMA, mais on ne va pas oublier d'autres parcours. Donc, je dirais que cette formation-là s'adresse à des responsables d'unités de méthanisation agricole, de chargés d'exploitation. On peut avoir des responsables d'un site, et dans certains cas, on peut aussi avoir des responsables multisites. On a aussi des salariés qui sont, je dirais, dans le cadre de collectifs ou dans le cadre de méthanisation individuelle, qui se spécialisent plus dans certains domaines. Donc, je connais certains salariés qui, ont développé des compétences de maintenance, aussi pour répondre aussi au manque je dirais, de ressources humaines qu'évoquait tout à l'heure Jean-Philippe. Et puis, on a des personnes qui se spécialisent en tant que techniciens. Donc, c'est une formation aujourd'hui qui est délivrée par 7 établissements sur notre territoire. Il y aura une carte à la fin. Il y a aussi d'autres formations pour répondre effectivement au développement. Donc, on a notamment le DU Moon qui est développé à l'EPL Agro de la Meuse, hein, à Bar-le-Duc. Et puis, on a aussi un titre de technicien de maintenance biogaz, donc, qui est délivré à l'IRI de Lyon. Voilà. Sur quoi je base un petit peu aussi les éléments d'intervention. Parmi les offres que l'on reçoit, souvent c'est assez classique, hein. On va retrouver dans les activités tout ce qui est réalisé, le suivi, la maintenance, le contrôle, l'alimentation du digesteur, réceptionner les matières. On doit assurer bien sûr en permanence, hein, la propreté et la sécurité du site, et puis tenir à jour tous les registres, et puis réaliser des astreintes le soir, le week-end, parfois la nuit, ça dépend des unités. Derrière tout ça, on va rechercher des compétences liées à l'entretien, à la maintenance, l'aptitude à l'utilisation d'outils numériques, mais aussi des personnes qui, en fonction des unités, font bien sûr du lien avec les agrosystèmes, les exploitations agricoles. Souvent, dans le savoir-être je dirais recherché, on cherche des personnes bien sûr rigoureuses, qui ont sens des responsabilités, qui soient autonomes. Et puis, on peut avoir aussi, dans certaines offres, des véhicules de fonction qui font que on doit aussi avoir des personnes qui vont agir assez rapidement. C'est-à-dire que
pendant les périodes d'astreinte ou de permanence. Dans l'idée, souvent les personnes, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, on a des ancrages territoriaux aussi des emplois, parce que quand on travaille sur les sites, on n'est pas à 3 heures. Généralement, c'est les gens qui habitent localement. On habite à un quart d'heure, je dirais, de l'unité. C'est souvent aussi dans les échanges que j'ai avec les personnes qui offrent des emplois, c'est souvent les exigences qui ressortent. Antoine nous dira s'il a une voiture au bio-GNV ou un tracteur au bio-GNV. Ou électrique, parce que je crois que lui, il travaille en projet encore. Mais peut-être que demain, avec ses projets, on en D'ailleurs, reparlera. l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, La double valorisation se fait bien. exactement. Un peu de teasing pour ta partie, Antoine. Donc, nous, pour la partie formation CS RUMA, donc le titre d'enseignement agricole, donc certificat de spécialisation, construit avec les professionnels, avec la direction générale de l'enseignement, se décline autour de 3 capacités. Donc, l'idée, c'est on va gérer les flux d'entrée et de sortie de l'unité, comme expliqué tout à l'heure, assurer le fonctionnement du méthaniseur, ça se décline sur des aspects je dirais, de surveillance et de maintenance. Et puis, une capacité qui est importante, et qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est, je dirais, le pilotage de l'unité dans la gestion prévisionnelle, dans les suivis administratifs et économiques. Et comment dire, mais aussi dans le pilotage, on va insister sur l'aspect communication avec le territoire, communication dans les équipes de travail et communication avec les différents partenaires avec lesquels on intervient. Extrêmement précieux. Ah, c'est extrêmement précieux, effectivement. Donc, dans l'organisation pédagogique des CS, généralement, les différents centres travaillent à peu près de cette façon-là. En tout cas, c'est ce que l'on essaye de mettre les uns les autres en avant. Donc déjà, on a je dirais des apprenants qui vont avoir des périodes d'immersion en unité de méthanisation, c'est-à-dire des périodes de stage, d'apprentissage, en dehors des temps où ils sont au centre de formation. Donc en gros, on a au moins 50% du temps d'immersion sur un site, jusqu'à 3/4 du temps. Ça va dépendre du statut de l'apprenant, j'y reviendrai tout à l'heure. On a donc des visites, je dirais au cours des 12 semaines de formation. On a des visites avec 10-12 unités support. Parce que en fait, ces visites-là sont importantes pour faire le lien avec ce que l'on veut approfondir, ce que l'on veut découvrir. On a des intervenants, ce sont des experts, ce sont des gens qui interviennent, je dirais, au quotidien dans le métier sur la filière. Et nous articulons nos formations sur de la valorisation de vécu. Donc, on met en place des outils, je dirais, de retour d'expérience pour nos apprenants. Et puis, on fait aussi des cas concrets avec ces intervenants, avec ces méthaniseurs, sur des mises en situation, ce qui peuvent être, je dirais, en lien avec la sécurité, en lien avec, comment dire, l'optimisation de la production de biogaz, pardon, et en lien avec, je dirais, l'optimisation, bien sûr, du process. Par exemple, cette semaine, nous faisons appel à l'association AIL pour la formation suivi biologie. C'est donc avec 2 jours et demi de formation qui termine ce matin. Il termine avec un TP biogaz où ils vont analyser le digestat, je dirais, soit de leur unité ou soit de Fertiwatt, qui est une unité avec qui on est partenaire. Donc hier, on a fait une visite avec un retour d'expérience. Et donc, on a prélevé du digestat. Et l'idée, c'est que cet après-midi, on transmette un petit peu nos informations d'analyse de digestat. Donc, ce sont j'en ai peut-être oublié. Et quelque part, dans la communication et l'ancrage territorial, on intervient avec Territoire Énergie Mayenne. On fait appel aux agents du ministère. On a AS, Biogaz Vallée, qui fait partie de nos ressources, tout comme AT, le CTBM.
Kéon à travers Sycomore et Neskeo pour notamment nos TP, l'AMF qui est une grande ressource, l'APAV pour la partie habilitation électrique, Énergie Formation et GRDF pour la sécurité gaz au sens large, hein. C'est-à-dire qu'on pense toujours au risque ATEX, atmosphère explosive, mais on voit la sécurité gaz à sens large. On a aussi donc les chambres d'agriculture de Pays de la Loire, Bretagne. On a donc aussi la SAS Métamène, avec qui on est partenaire, notamment pour là, on a fait un retour d'expérience d'une ronde par le salarié et on a programmé un TP risque gaz avec le TP Torchère où on va impliquer différents acteurs. Donc voilà, ces acteurs-là, ces ressources-là, ces exploitants-là nous permettent, les centres de formation au pluriel, de rester aussi connectés à la réalité des attendus du métier, mais aussi à prendre bien en considération toutes les évolutions et de ne pas être trop en décalage. L'idée, c'est surtout pas du tout en décalage. Alors, on ne pourra pas être en avance, hein, parce que il n'y a que ceux qui font la recherche qui sont sur l'avance, mais quelque part, on s'inscrit aussi dans une dynamique de recherche parce qu'on essaie d'être impliqué dans les différents projets. Donc, nous sommes impliqués dans des projets de recherche aussi, mais en appui pour justement rester toujours en actualité sur le métier. Alors, Jean-François, le temps tourne. Oui, Je laisse passer je, le je- public. Je vais essayer d'être plus rapide. Donc, les personnes qu'on accueille, hommes et femmes, c'est ouvert. C'est un métier qui est ouvert. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter. On accueille des étudiants, des étudiantes, des demandeurs, demandeuses d'emploi, des personnes en reconversion. On étudie toutes les candidatures. Bien sûr, on accueille légitimement les personnes qui sont issues de formation agricole. Mais on accueille aussi donc des agriculteurs qui sont dans des projets. Tous les ans, on a, depuis le début, un agriculteur dans notre groupe qui est porteur de projet, des salariés qui ont des responsabilités. Et puis, pour toutes les autres personnes, eh bien, on va étudier les candidatures et puis on va voir comment on peut les insérer dans la formation, dans le parcours, avec l'appui de la DRAF. Les statuts possibles, ils sont très nombreux. Tout ce qui est contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, c'est des alternances sur un an, 12 semaines de formation et puis le reste en entreprise. On a aussi des personnes qui font la formation sur 6 mois dans le cas de reconversion. Et donc là, et à chaque fois, on étudie tous les dispositifs possibles de chaque candidat. Et donc, dans nos partenaires, on a besoin aussi je dirais, de Pôle emploi, on a besoin des OPCO, enfin des organismes de formation, et on est aussi en lien avec, je dirais, les APCITA, l'ANEFA, pour diffuser un petit peu toutes ces offres-là. Le devenir. Comme l'a dit Jean-Philippe, à partir du moment où nos candidats en formation, c'est des candidats motivés, ouverts et qui se sont impliqués, de toute manière, jusqu'à maintenant, il y a eu 100% des personnes qui sont allées au bout de leur formation, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Tout le monde a eu un emploi directement. J'ai même eu des personnes qui ont jusqu'à 4 offres d'emploi avant la fin de la formation. Voilà, donc il y a des débouchés et sur les territoires, il y a un maillage énorme. Donc sur la carte, on peut retrouver tous les établissements. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a un travail, je dirais, on a de quoi offrir. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur toutes les offres que l'on a. On a des candidats qui manquent à l'appel. On a les mêmes choses à Périgueux, à Bar-le-Duc, aux Herbiers. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à nous contacter, sachant que on a pour principe de rapprocher du centre le plus proche tous les candidats que l'on contacte. Et on essaie toujours de répondre, je dirais, aux questions qui se posent en termes d'emploi. Voilà. Oui, il y a cet ancrage territorial qui a été évoqué à plusieurs reprises. Merci Jean-François pour Merci. ce témoignage éclairant sur la formation. Et maintenant, on va voir le fruit de cette formation.
à travers Antoine. Donc, Antoine Renaud, tu es exploitant de site, comme je le disais tout à l'heure, en Bretagne. Et bien, l'idée, là, c'est que tu nous donnes un témoignage de ton quotidien, mais avant ça, surtout ton parcours, ton cursus qui t'a amené à suivre le CS. Donc, je te cède la parole. D'accord, donc bonjour. Donc Antoine Renaud, exploitant de site de méthanisation à Pipriac. Donc, enfin, c'est situé entre Rennes et Redon. Donc pour me présenter un petit peu mon parcours, j'ai commencé par faire un bac pro CGEA. J'ai ensuite fait un BTS Axe et après mon BTS, j'ai été faire ma formation CS RUMA à Laval. Le choix de cette formation s'est fait assez facilement pour moi parce que l'énergie renouvelable, les énergies vertes, pardon, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a intéressé. Et donc, j'ai d'abord rencontré Jean-François dans un premier temps, pour qu'il m'a présenté la formation. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc l'exploitation du Gagartien où je suis aujourd'hui, ça a d'abord été l'exploitation, j'ai fait mon alternance en CS et j'ai été embauché par la suite. J'ai eu la proposition avant la fin avant la fin de formation. Donc voilà un petit peu mon parcours. Pour parler de mon travail, donc aujourd'hui, je suis responsable de l'unité. Mon travail il consiste à faire des rondes le matin, à alimenter le digesteur et piloter l'unité. En fait, le travail, ça regroupe vraiment les trois modules de la formation du CS. Hein, pour aller au plus simple, le travail il consiste vraiment à ça. Voilà, après, en termes de maintenance, il faut être assez enfin, c'est un travail qui demande beaucoup d'autonomie et c'est ce qu'on apprend aussi en CS. Voilà, vraiment, Et en d'après termes de toi, maintenance, quels sont les points forts de la formation qui ont fait qu'aujourd'hui, elle est reconnue en matière d'exploitation de sites bah, déjà, c'est le fait que ce soit une formation en alternance. Ça permet d'être en même temps sur un site, de se concentrer là-dessus, de te permettre d'apprendre sur un site. Je trouve que c'est plus simple. Et en même temps, comme disait Jean-François, toutes les semaines, on a des visites, on a des intervenants. Et c'est quand même une richesse qui est assez importante parce qu'il y a tout le temps quelqu'un pour répondre à nos questions. Et ça permet d'avancer plus vite que les autres, en fait, on va dire. Parce que un agriculteur qui s'installe en méthanisation mais qui n'a pas de formation, il va devenir bon, mais il va devenir bon au bout de 3 4 ans après avoir subi les problèmes. Et nous, le truc, c'est qu'on a eu plein de retours et en un an, on va pas. Bien sûr, on n'a pas l'expérience, mais on a tellement de retours qu'on développe une richesse rapidement, quoi. Donc, ancrage au sein de la filière et retour d'expérience sont les points forts d'après toi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, quelle recommandation tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre ce cursus? Moi, je pense que le cursus, il est accessible à beaucoup de monde. Hein. Enfin, quand je parle beaucoup de monde, ça peut être du domaine agricole, mais aussi ça peut être aussi enfin, quelqu'un qui vient du domaine du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, de l'électrotechnique, plein de choses. Parce qu'en fait, quand on est exploitant de site, on remarque qu'en fait, faut être exploitant, il faut être électricien, et faut avoir plein de métiers pour être bon, quoi. Enfin, il y a pas, faut avoir une bonne symbiose de toutes les compétences, quoi. Un couteau suisse. Un couteau suisse, c'est ça. Ouais. Très bien. Du coup, aujourd'hui, ça fait 1 an que tu exploites le site? Ça fait 2 ans et demi, là. 2 ans, pardon. Quelles sont les perspectives d'évolution que tu vois sur les sites que tu exploites? Enfin, sur le Bah, site que tu exploites. nous, sur notre site, la perspective d'évolution, c'est plus peut-être une amélioration en termes de maintenance, parce qu'on est sur une unité qui est de 2016, donc qui va commencer à vieillir. Enfin,
entre guillemets, hein, parce que voilà, Bien sûr. c'est des installations qui sont prévues pour durer dans le temps, mais après, il y a tout le temps, en termes de maintenance, eh ben, on voit bien que ça demande plus de temps, plus de compétences, plus de rigueur. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, même dans la globalité de la méthanisation, il va falloir des techniciens aussi de plus en plus, parce que on va dire que le boom de la méthanisation est passé. Donc, le boom des constructions où on est encore dedans, mais je pense que ça va se calmer. Mais par contre, on voit qu'il y a eu plus de constructions qu'il n'y a eu de techniciens de formés, même d'exploitants, en fait. Comme dit Jean-François, on voit plein d'offres d'emploi, mais il n'y a personne, en fait. Et je pense que c'est un métier qui est accessible à plein de monde, quoi, donc, qui est intéressant. On fait Bon, certes, il y a une peur, il y a une routine, hein, bien sûr, mais en même temps, il y a une routine qui s'installe dans notre ronde, dans le travail qu'on fait quotidiennement, mais en même temps, tous les jours, il y a des choses différentes à faire, on apprend tous les jours, quoi. Et il ne faut pas oublier qu'on travaille avec, même si c'est un site industriel, on va dire, on travaille quand même avec du vivant parce que c'est les bactéries qui font le travail dans le méthaniseur. Et toutes ces choses-là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier, en fait, on va dire, d'être entre guillemets, un agriculteur, quoi, parce que justement, on travaille avec du vivant, mais il faut savoir gérer le vivant dans un premier temps, quoi. Hmm. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, je partage à court terme ta vue sur le développement actuel qui est un peu au ralenti sur les nouveaux projets, mais avec un parc, on l'a vu, de 1600 sites à faire tourner avec beaucoup de demandes, beaucoup de besoins, 800 sites qui sont encore en développement. Même si tous ne voient pas le jour, c'est encore énorme, mais surtout, à terme, un potentiel à exploiter encore hyper important Ouais. pour verdir le gaz en France. Donc, il y a ce petit trou d'air de nouveaux projets, mais pour ce qui concerne l'exploitation, on est encore en plein dans l'expression des besoins, hein, des propriétaires de sites. Et puis avec d'expérience sur nos conventions d'affaires Biogaz Vallée, on voit émerger des nouveaux sujets. Donc les biodéchets, hein, puisque la réglementation va imposer aux collectivités de traiter les biodéchets dans les filières compostage, méthanisation. Donc une complexité à appréhender aussi pour les exploitants de sites. Et puis, la valorisation du CO2, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie sur les sites. Enfin bref, des ouvertures qui sont encore très, très importantes au niveau de la filière. Ouais, d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse pour présenter un petit peu, par exemple, nous, l'unité de méthanisation, on est une unité de méthanisation agricole. Donc, d'abord, on est producteur de porc. Donc, on incorpore nos lisiers, nos fumiers. Mais en même temps, on est acteur, je veux dire, territorial, puisqu'en fait, on récupère des déchets d'industrie locale. La plus éloignée, elle est à 20 km. Donc, on travaille sur des mares de pommes, des pulpes de citron, des déchets de céréales. Euh, et je trouve ça important parce que ça permet quand même de valoriser des déchets qui sont au pied de chez nous, quoi, en fait. Et, euh, et Ah, puis, tu ouais, rends concret le terme ouais, à concret d'économie circulaire. Là, on est en plein dedans. ouais. Et puis, nous, on est sur une méthanisation qui est en cogénération. Il ne faut pas oublier aussi qu'on produit de la chaleur et cette chaleur, nous, on l'utilise pour chauffer des serres d'un maraîcher bio. Donc, en fait, ça fait la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, puisque nous, on part de notre exploitation et on arrive à valoriser tout ce qu'on peut, quoi. On récupère des déchets de l'industrie, la chaleur, elle est utilisée. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'on produit de l'électricité. On produit 250 kWh. Là, on est sur une commune de 3500 habitants et l'électricité qu'on produit, ça permet d'alimenter 7% des foyers environ. Et Donc, quand on ça veut dire sait la quête de sens à la fois des générations qui arrivent sur le marché du travail Mhm. et des gens qui sont en reconversion, je crois que là, on vise juste et ton témoignage nous éclaire là-dessus. Mhm. Un grand merci à toi. Un grand merci à tous nos intervenants du jour, donc Jean-François, Jean-Philippe et Antoine.
Un grand merci à Dominique qui a préparé cette conférence, ce webinaire qui sera disponible en replay pour pouvoir bien en profiter et profiter des témoignages de nos interlocuteurs. Quelques ressources à votre disposition. Donc, un guide emploi, formation, méthanisation. Vous avez le lien qui apparaît ici. On vous le redonnera avec le replay dans la version diaporama. Il contient notamment des fiches métiers graphiques qui décrivent les métiers et puis des exemples d'organismes de formation courtes, continues, initiales, etc. Donc, ce guide est mis à jour annuellement. La prochaine édition sera disponible en juin, mais vous avez déjà cette édition très complète 2022-2023. Un certain nombre de ressources aussi avec le portail MétaFrance, le portail national de la méthanisation auquel Biogaz Vallée a contribué. Le site de Biogaz Vallée qui sera totalement refondu d'ici la fin du premier semestre 2023. Donc, vous pourrez vous y rendre à ce moment-là et vous aurez une vision aussi assez complète de la méthanisation, différentes études et rapports sur le sujet de l'emploi en France, de l'offre de formation, des perspectives horizon 2030. Donc là, je vous laisse en prendre connaissance pour creuser le sujet. Et puis, évidemment, les organismes de formation qui interviennent à nos côtés, aux côtés des recruteurs, des acteurs de la filière, lors de différents salons. Bio 360 à Nantes, très prochainement, puisque ce sera les 8 et 9 février. Expo Biogaz, à l'occasion duquel se tiendront le Forum des talents sur l'emploi et la formation. Donc ça, c'est à Strasbourg. À chaque fois, il y a des visites de sites gratuites qui sont proposées si vous voulez voir de quoi ils retournent. Et vous avez notamment le lien d'inscription pour Nantes en février. Le Salon Polytech à Lyon au mois de octobre prochain. Et puis le Salon des maires, puisque les collectivités locales sont partie prenante et peuvent elles-mêmes être employeuses sur les stations d'épuration, sur les centres d'enfouissement, en tout cas la sphère publique, ou être partie prenante d'unités de méthanisation. Donc là, ce sera le Salon des maires au mois de novembre, pour lesquels nous tenons la place des biodéchets et des gaz renouvelables. Alors, je finirai par citer les établissements de formation membres de Biogaz Vallée. Donc, les différents EPL à Bar-le-Duc, dans le Périgord, le CFPPA de Laval, et je remercie à nouveau Jean-François de sa mobilisation sur le sujet. Donc, ces trois organismes proposent le CS RUMA dont nous avons parlé. Le PL Agro de la Meuse avec l'ENSAIA à Nancy propose le DU mise en œuvre d'unités de méthanisation. Donc, un diplôme universitaire. Et puis, l'IRI, qui a été cité tout à l'heure, l'Institut des ressources industrielles, sur le volet maintenance, notamment technicien de maintenance biogaz, et qui est basé à Lyon. Voilà. Je vous propose de faire place aux questions si vous en avez. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y a des questions, des demandes de précision sur des choses qui ont été portées à votre connaissance? Et je vous propose de revenir en mode partage sans diaporama. Madame Romain, je vois que vous ouvrez le micro. Ah non, je n'ai pas spécialement de questions. Claire. Pour moi, tout est clair. Je connais un petit peu, donc, Parfait. parce que j'avais mon compagnon qui travaillait dans ce domaine. Donc, voilà, c'est un sujet que je connais un peu, on va dire. Un sujet d'avenir. Il a bien choisi. Madame Balocco, avez-vous des besoins de précision, des questions particulières? Attendez, j'essaie de remettre un petit peu la vidéo et tout, là. Voilà. Non, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Hein, voilà. Moi, j'interviens pas mal dans les établissements scolaires auprès des demandeurs d'emploi. C'est pour ça que j'ai voulu être là, parce que c'est un réel sujet, en fait. Et on a de plus en plus de demandes, puisque moi, je fais la promotion des métiers d'agriculture, mais on voit qu'il y a un réel intérêt pour des formations, et je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Alors, je suis étonnée qu'en Occitanie, il n'y ait pas beaucoup de sites quand même, quand on voit les chiffres par rapport
à vous, voilà. Mais ce sont des formations à développer. Par contre, on peut récupérer des plaquettes, des choses comme ça sur vos sites, sur vos sites que vous avez envoyés. D'accord. Alors, puisque vous êtes inscrite, et c'est le cas aussi pour ceux qui se sont inscrits mais qui ne pouvaient pas participer aujourd'hui, et ils étaient nombreux, donc ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. On va vous envoyer sur vos mails le lien pour pouvoir bénéficier du replay. On va aussi vous adresser des liens pour pouvoir télécharger la présentation qui a été diffusée, qui contenait elle-même beaucoup de ressources. Et tout ça sera accessible avec les coordonnées des uns et des autres dans ce qui va vous être envoyé à l'issue de ce webinaire. Donc voilà, l'offre est complète. Et puis, n'hésitez pas aussi à participer au temps fort de la filière que j'ai présenté tout à l'heure et qui sont rappelés dans le diaporama. Ces salons auxquels participent les établissements, auxquels participent les recruteurs, eux sont là pour recevoir aussi des gens qui sont en reconversion, qui sont en recherche d'emploi. Ça permet d'affiner aussi les projets des uns et des autres et de rendre concret le projet de reconversion ou de recherche d'emploi, donc ou de formation. N'hésitez pas, tout ça vous sera transmis à la suite. Donc, j'imagine début de semaine prochaine, Dominique. Voilà. Donc Dominique confirme, même si son micro est coupé. Tout à fait, ce sera disponible début de semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact le plus local. Sachez qu'ils se parlent beaucoup entre eux, hein, donc s'il y a des besoins de faire le lien, il n'y aura pas de souci. Et puis, ils pourront vraiment vous répondre aussi localement en fonction de votre situation géographique, les opportunités qui sont à saisir, l'actualité. Voilà, c'est vraiment une ressource très utile. Il me revient de conclure. Encore un grand merci à vous tous pour votre mobilisation, nos intervenants pour la qualité de leur témoignage, Dominique pour l'organisation de ce webinaire et de tout ce qui tournait autour. Je vous donne rendez-vous à Bio 360 au mois de février et je vous laisse à tous et toutes prendre connaissance des différentes ressources à votre disposition. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Grégory. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.